Bonjour, troisième épisode de cette mini-série consacrée au cerveau, sa plasticité, sa fragilité et son rôle dans la motricité. Alors dans les épisodes précédents, nous avons vu que le cerveau était impliqué dans nos mouvements volontaires par l'intervention d'aires corticales motrices. Nous avons vu ensuite que depuis ces aires corticales motrices partaient des voies nerveuses descendantes qui allaient ensuite contrôler l'activité des motoneurones à l'origine de nos mouvements. Nous allons voir aujourd'hui en fait un aspect du cerveau qui est sa fragilité. C'est en effet un organe impliqué dans un très grand nombre de fonctions de l'organisme, pas uniquement la motricité. C'est un organe donc essentiel, majeur, vital, qui est néanmoins fragile pour différentes raisons. Nous allons donc voir quelles sont les causes de la fragilité du cerveau. Nous allons donc aborder ici trois exemples de facteurs, de causes qui sont susceptibles de fragiliser le cerveau. Alors on va commencer peut-être par une cause dont on a déjà évoqué les conséquences sur la motricité, c'est ce qu'on appelle les AVC, qui sont des exemples d'accidents qui touchent le cerveau. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qu'on appelle encore parfois attaque cérébrale. Il s'agit en réalité d'une interruption de la circulation sanguine vers le cerveau ou dans le cerveau. À ce moment-là, en fait, le vaisseau sanguin touché peut être bouché, c'est le cas le plus fréquent, ou alors il peut être rompu, c'est le cas le moins fréquent. Dans les deux situations, la conséquence est la même, c'est qu'un AVC entraîne la destruction de cellules nerveuses. Cette destruction s'accompagne d'une perte de fonction, exemple la perte de motricité, si les neurones qui sont détruits appartiennent au cortex moteur. Alors, nous sommes tous concernés par l'AVC. On en dénombre actuellement un peu plus de 140 000 cas d'AVC par an en France. On constate que les risques en fait sont d'autant plus grands que la personne est âgée, mais nous sommes tous exposés à ce risque. Alors quels sont les facteurs de risque ici? Elles sont bien évidemment lié à l'individu, notamment avec son âge, puisque le risque d'AVC augmente avec l'âge, mais également sont en cause des antécédents familiaux, donc il existerait un déterminisme génétique à ce risque-là. Et puis il y a aussi l'environnement de l'individu, notamment sur le plan de son hygiène de vie, et on sait que les risques sont accrus en cas d'obésité, de diabète, de consommation de tabac, d'alcool, etc. Alors, quelle est la conduite à tenir si l'on se trouve face à une personne qui est en train de faire un AVC? La conduite à tenir est toujours la même, il faut agir vite. Dès que les premiers signes d'un AVC se manifestent, alors les signes majeurs d'un AVC sont généralement la déformation de la bouche, la faiblesse d'un côté du corps, que ce soit le bras, un bras ou une jambe, et puis des troubles de la parole. En cas de ces signes-là, il faut agir vite et il faut appeler immédiatement le SAMU. On trouve un très grand nombre d'informations sur des sites institutionnels au sujet des AVC pour être informé, être au courant. Le site de l'assurance santé Amélie, le site de l'INSERM ou encore un site gouvernemental sur le site des solidarités et de la santé. Un deuxième exemple de cause de fragilité du cerveau, c'est là, cette fois-ci, un exemple de maladie. Il y en a plusieurs. Celui qui est traité ici, qui est exposé ici, c'est ce qu'on appelle la sclérose en plaques, la SEP. Alors cet exemple est intéressant dans la mesure où il montre que l'activité du cerveau, ou du moins il remontre que l'activité du cerveau ne se résume pas uniquement à la seule activité des neurones, mais à l'activité aussi de toutes les cellules qui se trouvent dans le cerveau. J'avais évoqué le cas des cellules gliales dans le premier épisode. Alors, cette CEP, cette sclérose en plaques, est une maladie qui touche le système nerveux central, SNC. Elle touche le cerveau, mais également la moelle épinière et les nerfs optiques, et elle se traduit par une destruction progressive de la gaine de myéline qui entoure l'axone des neurones. L'organisme est capable de refabriquer par les cellules concernées. On avait évoqué le cas des oligodendrocytes, justement, catégorie de cellules gliales dans le cerveau. Donc ces cellules sont capables de refabriquer une gaine de myéline autour de l'axone des neurones, mais dans le cas de la CEP, cette remyélinisation est insuffisante,
c'est-à-dire que la gaine de myéline en fait dégradée, détruite, n'est pas réparée à ce moment-là. Vous avez différentes images et illustrations qui les accompagnent. Ici, vous avez chez un sujet sain une visualisation en fait en coupe transversale d'un très grand nombre d'axones représentés par ces éléments rouges entourés de l'organe de myéline en vert. Donc ça, c'est l'imagerie que l'on obtient, et ça, c'est à côté le schéma d'interprétation. Donc on a ici des neurones en coupe transversale, ou plutôt des axones de neurones en coupe transversale, chez une personne saine. Chez une personne atteinte de sclérose en plaques, on a un visuel très différent. On constate que tous les axones ne sont pas complètement myélinisés si on compare cette image-là à l'image précédente. Sur le schéma d'interprétation, on voit que certains axones sont représentés sans gaine de myéline. C'est le cas par exemple de celui qui est fléché en blanc ici. Tandis que d'autres axones, quant à eux, sont partiellement myélinisés. C'est sans doute le cas de celui-ci, là, cet axone, dont on voit qu'il est partiellement myélinisé, tandis que d'autres axones, eux, sont encore complètement myélinisés. C'est le cas de celui-ci ou de celui-ci. Et donc, la sclérose en plaques est une maladie qui se traduit par une destruction progressive, justement, de cette gaine de myéline. Là, vous avez une image non pas en coupe, mais en vue longitudinale ou en coupe longitudinale, non pas en coupe transversale. Et on voit que cette destruction progressive partielle de la gaine de myéline se manifeste parfois sur des segments complets d'axones. Donc on a ici une gaine de myéline intacte et puis une partie ici d'un axone sans gaine de myéline. Alors cette maladie est une maladie qui est extrêmement complexe, dont on détermine pour l'instant assez difficilement l'ensemble des causes. Ces déterminismes sont multiples. Ils sont liés à l'individu, mais également à l'environnement. Mais la totalité des facteurs déclenchant une sclérose en plaques n'est à ce jour pas totalement élucidée. On connaît néanmoins les causes, en fait. Il s'agit d'une maladie auto-immune inflammatoire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le système immunitaire de la personne, du sujet, va considérer que la gaine de myéline qui protège donc les neurones, cette gaine de myéline en fait qui protège ces neurones, est un corps étranger, et de ce fait, le système immunitaire en fait doit l'éliminer. Cela conduit à une réaction de défense de la part de l'organisme et qui va mettre en route toute une série de réactions immunitaires qui vont progressivement détruire cette gaine de myéline. On dit alors que c'est une maladie neurodégénérative, puisqu'elle entraîne la dégénérescence du système nerveux central, elle entraîne la mort des neurones. C'est une maladie qui est chronique également, puisqu'elle évolue sur une longue durée. Il y a des poussées de sclérose en plaques qui sont entrecoupées par des phases de stabilité. Alors en France, on peut se demander qui est concerné par la CEP. Il existe des associations hein, pour faire connaître la maladie, pour prendre en charge les personnes atteintes de ce genre de maladie. En France, c'est un peu plus de 200 000 personnes qui sont atteintes d'une sclérose en plaques. On estime qu'il y en a environ 1 million en Europe et puis un peu moins de 3 millions dans le monde. Dans la plupart des cas, c'est une maladie qui commence chez l'individu assez jeune, entre 25 et 35 ans, même s'il existe de rares formes dites pédiatriques, c'est-à-dire qui touchent les individus avant 18 ans, et puis des formes qui débutent beaucoup plus tardivement, après 50 ans. En France, actuellement, cette sclérose en plaques conduit à faire des diagnostics nouveaux chaque année. On estime environ à 5000 cas nouveaux chaque année, et parmi les personnes atteintes, on dénombre 75% de femmes. Dernier cas de fragilité, dernière situation, dernier élément qui cause une fragilité au niveau du cerveau, c'est l'exposition à des substances exogènes dont les effets sont qualifiés de psychoactifs. Alors quelles sont ces substances? Eh bien, il s'agit d'éthanol, donc la substance présente dans l'alcool, la nicotine présente dans le tabac, le THC présent dans le cannabis, il y en a d'autres. Ce sont des substances qui ont la particularité d'être structuralement proches de neurotransmetteurs qui sont naturellement produits par l'organisme. Et ces substances, en fait, vont agir sur des circuits de neurones très particuliers qu'on appelle les circuits de la récompense ou encore le système de récompense.
Ces substances, comme elles sont structurellement proches de neurotransmetteurs qui sont naturellement produits par l'organisme, vont se fixer sur les mêmes récepteurs que ces neurotransmetteurs. Et ces récepteurs sont présents sur les neurones des circuits de la récompense. En se fixant sur ces récepteurs, en lieu et place des neurotransmetteurs, ces substances exogènes vont perturber certaines aires du cortex en lien justement avec les circuits de la récompense. Alors ce circuit de la récompense, il se trouve dans le cerveau. Il met en jeu des régions qui sont interconnectées. Je l'ai déjà évoqué, en fait, dans le cerveau, nous avons des régions qui ne sont pas séparées les unes des autres, mais qui sont interconnectées. Et donc ce circuit de la récompense, ou ce système de la récompense, met en jeu donc des régions interconnectées. Et ces régions interviennent chacune pour un aspect particulier de la réponse. Alors, on va distinguer deux régions principales. La première, c'est l'aire tegmentale ventrale, qui se situe ici. C'est la pastille violette qui localise cette aire tegmentale ventrale. Cette aire tegmentale ventrale, ATV, reçoit en réalité un très grand nombre d'entrées sensorielles, donc elle est soumise à des informations sensorielles qui proviennent de plusieurs régions du cortex, le cortex auditif par exemple, le cortex visuel, il y en a d'autres. Et puis, autre région principale qui intervient dans le circuit de la récompense, c'est ce qu'on appelle le noyau accumbens, NA, qui est situé ici. C'est la pastille en vert très clair ici, et qui est une région qui va permettre d'évaluer ce qu'on appelle la valeur hédonique, la valeur plaisir d'une action, et justement la motivation pour effectuer cette action. Alors, le schéma est un peu complexe, une version autre, peut-être un peu plus simplifiée, sera présentée dans la diapositive suivante, mais on peut déjà commencer un petit peu à décrypter ça. Donc là, on retrouve cette représentation du cerveau que l'on a déjà vue. On est sur une coupe sagittale, et ici on voit l'hémisphère gauche, justement là c'est l'intérieur de l'hémisphère gauche, et puis là vous avez l'extérieur, donc là le cortex qui n'est pas représenté ici spécifiquement est présent en périphérie, et on est ici dans une partie beaucoup plus interne ici, avec donc l'aire tegmentale ventrale, j'en parlais tout à l'heure, le noyau accumbens, j'en parlais aussi tout à l'heure, et puis d'autres régions, septum, le putamen, le gyrus singulaire. Et le schéma fait apparaître des légendes. Donc l'ATV, l'aire tegmentale ventrale, donc, reçoit des informations sensorielles, notamment de différentes parties du cerveau, comme le cortex cérébral, d'où cette flèche ici. Et ensuite, cette aire tegmentale ventrale communique avec les autres zones symbolisées, matérialisées ici, en transmettant des informations. Pour chacune de ces zones, en fait, est représentée la libération de dopamine. Et cette libération de dopamine par l'aire tegmentale ventrale au niveau des zones citées ici, gyrus singulaire, putamen, septum et noyau accumbens, est à l'origine de la sensation de plaisir. Donc, on retiendra justement ce point-là, c'est que cette aire tegmentale ventrale libère de la dopamine. On peut dire un petit mot sur ces zones-là qui sont justement sujettes à la libération de dopamine. Le putamen, par exemple, c'est une zone du cerveau qui va notamment être impliquée dans la régulation de différents types d'apprentissage. Le gyrus singulaire, c'est une zone qui est très complexe en fait et qui est impliquée dans les réactions affectives. On pourra d'ailleurs à ce titre faire le lien avec le chapitre sur le stress aigu, et puis aussi sur les processus de mémorisation. Une autre représentation sur cette diapositive ce qu'on appelle le modèle du circuit de la récompense. Alors donc le circuit de la récompense, je le disais à l'instant, c'est un ensemble de neurones qui, dans sa partie terminale, va comprendre des neurones qui produisent et qui libèrent un neurotransmetteur, la dopamine, DA. Et c'est cette dopamine justement qui intervient dans l'apparition, dans la genèse de la sensation de plaisir, en agissant sur des neurones qui justement possèdent des récepteurs à la dopamine et qui se trouvent dans les aires précédemment citées. Je ne reviens pas dessus. En temps normal, ce circuit de la récompense ne fonctionne pas en permanence. C'est ça qu'il faut bien retenir. Ce circuit, en fait, fonctionne seulement dans certaines situations. Alors, il existe de très nombreuses situations de la vie quotidienne qui sont à l'origine d'une sensation de plaisir parce qu'elles provoquent justement une libération de dopamine.
l'écoute d'un morceau musical agréable, perçu par le cortex auditif qui va transmettre les informations à l'aire tegmentale ventrale, la vue d'un paysage ou d'un tableau de maître peut aussi déclencher une sensation de plaisir. Il y a bien d'autres situations de la vie quotidienne. Sur ce schéma-là, sur ce modèle du circuit de la récompense, est représenté ici par ce symbole, le neurone de l'aire tegmentale ventrale, les neurones, qui libèrent de la dopamine, qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Donc ici, vous avez le corps cellulaire de ce neurone, et puis les prolongements sous forme de traits, ici, les axones. Ces neurones dopaminergiques, je le disais tout à l'heure, en fait, ces neurones ne fonctionnent pas tout le temps, mais seulement dans certaines situations. Et donc, puisque la sensation de plaisir est la conséquence d'une situation particulière de la vie quotidienne, ces neurones dopaminergiques libèrent de la dopamine dans deux cas. Soit parce qu'ils sont activés par d'autres neurones issus d'autres zones du cerveau, soit parce que les neurones qui empêchent leur activité sont à leur tour empêchés. Donc ici, on a ce qu'on appelle un neurone ou un interneurone inhibiteur. Son fonctionnement est constant. Les voies activatrices, en fait, sont activées seulement à l'issue de certaines situations de la vie quotidienne. L'interneurone inhibiteur fonctionne, je dirais, en permanence, entre guillemets. Il existe parfois des situations qui vont soit stimuler le neurone dopaminergique via les voies activatrices, soit des situations qui vont empêcher cet interneurone inhibiteur de fonctionner. Et cet empêchement de fonctionnement est lié à un autre type de neurones qu'on appelle les interneurones encéphalinergiques. Ce sont des neurones qui libèrent des encéphalines, donc d'autres substances, et ces neurones sont extrêmement présents dans le système nerveux central, et en particulier en relation justement avec des neurones du circuit de la récompense. Et dans le cerveau, la fixation des encéphalines, donc des neurotransmetteurs qui sont libérés, produits et libérés par ces interneurones encéphalinergiques, la fixation des encéphalines sur leurs récepteurs présents au niveau de l'interneurone inhibiteur, en bleu ici, qu'on appelle les récepteurs opioïdes, la fixation de ces encéphalines va provoquer une levée d'inhibition sur le neurone dopaminergique. En réalité, ici, la fixation des encéphalines va empêcher le fonctionnement des interneurones inhibiteurs, et en empêchant le fonctionnement des interneurones inhibiteurs, ceci lève l'inhibition qu'exerçaient ces interneurones inhibiteurs sur les neurones à dopamine. Et donc finalement, le fonctionnement du système du circuit de la récompense est toujours le même. C'est d'abord l'activation des neurones à dopamine, soit une activation directe, soit une activation, je dirais, indirecte par levée d'inhibition. Ensuite, cette activation va entraîner la libération de dopamine. Cette libération de dopamine, neurotransmetteur, va activer des neurones, des zones réceptrices, dont on a évoqué tout à l'heure l'existence, et être à l'origine de la sensation de plaisir. Voilà donc un modèle simple du circuit de la récompense. Alors quel est le lien avec les substances exogènes aux effets psychoactifs que l'on mentionnait tout à l'heure, le THC, l'éthanol, la nicotine? Eh bien nous allons le voir ici. La consommation d'alcool, de tabac, de cannabis, on le sait, peut être à l'origine de sensations de plaisir. Comment agissent les substances actives présentes dans ces produits dans ce circuit de la récompense? Je le disais tout à l'heure, structurellement, le THC, l'éthanol, la nicotine sont des substances qui sont très proches des neurotransmetteurs naturellement produits par l'organisme. À ce titre, elles peuvent donc se fixer sur les mêmes récepteurs que ces neurotransmetteurs. Là, vous avez un modèle du mode d'action de quelques substances exogènes psychoactives, que l'on qualifie de drogue, sur le système de récompense. La morphine ou l'héroïne, en fait, vont pouvoir, par exemple, se lier sur les récepteurs opioïdes des encéphalines. En se liant à ces récepteurs-là, ces substances vont donc empêcher l'action de l'interneurone inhibiteur et donc stimuler l'activité du neurone dopaminergique. L'alcool, la nicotine, elles, agissent directement au niveau de la synapse présente entre les neurones dopaminergiques
et les voies activatrices en se liant donc sur les récepteurs de ces synapses-là. Si l'on prend l'exemple de la cocaïne, des amphétamines ou de l'ecstasy, ces substances en fait vont agir au niveau de la synapse entre les neurones dopaminergiques et les neurones des zones réceptrices en augmentant la quantité de dopamine disponible dans la synapse. On l'a vu dans un chapitre précédent, le codage de l'information nerveuse au niveau de la synapse est un codage en modulation de concentration de neurotransmetteurs. Et donc, dans la fente synaptique, plus il y a de dopamine disponible, plus l'activation des neurones des zones réceptrices sera grande. Ces substances, lorsqu'elles sont prises de façon répétée, vont engendrer un certain nombre de réponses stéréotypées que sont la tolérance, la dépendance physiologique et la dépendance psychique, qu'on appelle également état de manque. Et c'est cet état de manque qui est à l'origine de la toxicomanie. C'est pour cette raison que ces substances, l'alcool, le, le tabac via la nicotine, le cannabis via le THC, sont qualifiées de drogues. Alors la tolérance à une drogue, finalement, c'est la nécessité pour l'individu, pour qu'il obtienne le même effet, quel qu'il soit, hein, c'est-à-dire un effet analgésique ou une sensation de plaisir, d'augmenter perpétuellement, continuellement les doses qu'il consomme. La dépendance physiologique, elle, résulte de l'apparition, après l'arrêt de la prise de la drogue, qu'on appelle le sevrage, d'un syndrome d'abstinence physiologique qui est caractérisé par des signes, par des symptômes que l'on connaît bien, des tremblements, la sudation, le fait de transpirer beaucoup, l'agitation, et ces symptômes sont variables selon la substance qui est en cause. Et enfin, cet état de manque qu'on appelle la dépendance psychologique, cet état de manque est en réalité un besoin irrépressible pour l'individu de reprendre de la drogue qui est en souffrance psychologique, souffrance qui est extrêmement difficile à supporter. Alors ces différents états qui sont la conséquence de la consommation répétée au cours du temps de ces substances psychoactives ont également des répercussions sur le fonctionnement du cerveau, ce qui effectivement traduit la fragilité de cet organe lorsqu'il est exposé à ces substances. Ici, vous avez un document à droite qui relate un test, une épreuve en réalité, une épreuve de mémorisation verbale réalisée chez des adolescents d'un peu moins de 20 ans. 3 cohortes sont constituées, des jeunes de 19 ans qui ne consomment pas d'alcool, des jeunes qui consomment moins de 6 à 8 boissons par session, par soirée, par événement, et puis des jeunes qui consomment plus que cela. On rajoute une quatrième catégorie ici qui sont des personnes âgées de plus de 65 ans et qui ne consomment pas d'alcool. Le test consiste à mesurer l'efficacité de la mémorisation verbale chez ces personnes-là et on compte au cours du test le nombre d'erreurs commises par chacune de ces catégories. Et on constate que chez les jeunes de 19 ans, les jeunes qui commettent le moins d'erreurs de mémorisation verbale sont ceux qui ne consomment pas d'alcool. Le nombre d'erreurs augmente sensiblement avec la consommation d'alcool et est souvent d'autant plus important que la consommation d'alcool augmente. Alors, tout à l'heure, on disait dans le circuit de la récompense que l'aire tegmentale ventrale était en lien notamment avec d'autres zones du cerveau impliquées dans la mémorisation, dans les processus d'apprentissage. Et on comprend du coup que ces substances exogènes qui viennent se fixer et, on va dire, suractiver les neurones à dopamine et entraîner après des phénomènes de tolérance, de dépendance, vont avoir des répercussions sur un très grand nombre de fonctions gérées par le cerveau, l'apprentissage, la mémorisation, mais également aussi des fonctions physiologiques sans doute beaucoup plus importantes, sur l'humeur, sur le stress, etc., etc. Alors du coup, pour clore cet épisode, on retiendra 2 points. C'est que le cerveau est un organe qui est fragile et que cette fragilité peut être la conséquence d'accidents, les AVC, de maladies, exemple la sclérose en plaques, ou encore
l'exposition à des substances psychoactives. Et la conséquence de cela, c'est qu'à chaque fois que l'on étudie la fragilité ou les causes de la fragilité du cerveau, on comprend que cet organe peut être préservé, notamment par une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À bientôt!